Bonjour. Continuons et terminons même notre recollection de l'histoire chinoise. Et aujourd'hui, on va même s'attacher à un effort tout à fait particulier, osé même. Dans cette vidéo, je vais essayer de prouver, que Mao Zedong était malheureusement le bon chef pour la Chine. Évidemment, ça n'est pas quelque chose qu'on va généralement essayer de défendre. Il a été catastrophique, mais en même temps, il était le bon. Et je vais expliquer pourquoi. Donc reprenons déjà où nous en étions la dernière fois. Vous avez trois épisodes très importants qui vont amener fermement à la Chine révolutionnaire, c'est-à-dire la Chine moderne, car aujourd'hui encore, la Chine communiste, même en 2026, se dit révolutionnaire. Le premier de ces trois événements, c'est en 1900 quand vous avez la révolte des Boxers, qui est complètement écrasée par les puissances étrangères, alors que le gouvernement chinois des Qing avait fini par apporter son soutien aux Boxers, et qu'ensuite il a été réduit à un état en fait d'esclave qui aurait mal servi son maître, il s'est mis à genoux et il a tout fait pour contenter les étrangers. Ça a signé la mort définitive de toute légitimité du gouvernement Qing et ça a enfin fait que la majorité des Chinois ont cessé de croire à une espèce de rénovation de la Chine classique. Le deuxième élément, c'est que 8 ans plus tard, vous avez la mort de Tse-hi. Sur la fin de sa vie, puisqu'elle a été au pouvoir pendant quasiment 40 ans, ce qui est ce pourquoi elle a une légende noire immense, Tse-hi a maintenu la puissance de l'État Qing avec une police secrète extrêmement agressive, beaucoup d'assassinats, et elle a maintenu le pouvoir du gouvernement non seulement, mais de l'idée de la vieille Chine en se débarrassant même à l'intérieur du gouvernement de la plupart des réformistes, ne serait-ce qu'un tout petit peu agressif. C'était de l'ultra-conservatisme autant que faire se pouvait. À sa mort, il n'y a plus de chef compétent ou avec beaucoup de pouvoir ou de volonté à l'intérieur de l'État Qing. De plus, l'empereur qui devrait techniquement hériter est encore un enfant. La balle finit donc fermement dans le camp de ceux qui veulent en terminer avec l'État Qing, et même s'il faudra 3 ans pour que l'obsolescence définitive, que l'affaiblissement terminal de l'État Qing soit patent, amenant à la révolution de Qinghai en 1911, il n'empêche qu'on doit considérer toute la séquence comme étant une seule. De 1908 à 1911, c'est comme un grand flottement politique où il n'y a pas vraiment de réforme, il n'y a pas vraiment de mouvement, il n'y a pas vraiment de chef à l'intérieur de l'État, mais il y a encore l'inertie qui était là du temps de Tse-hi. Quand on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment quoi que ce soit qui résiste en 1911, la révolution passe et elle importe la République de Chine portée par Sun Yat-sen, qui sera, et c'est le troisième et dernier élément, complètement piratée par Yuan Shikai qui s'imposera comme le dictateur de Chine entre guillemets et qui essayera de se faire couronner empereur, ce qui échouera quasiment à l'instant même de son couronnement. J'avais été généreux quand j'avais dit ça a duré moins d'un an, en réalité ça a duré moins de 100 jours. C'était vraiment une catastrophe, et il sera expulsé en 1916 après avoir tenté de devenir empereur fin 1915, ça sera une catastrophe totale. Ces trois éléments ont amené le résultat qu'on voit dans le reste des années 10 chinois, qui est le suivant. 1. Sun Yat-sen, sous la menace d'un assassinat par Yuan Shikai et les troupes de l'État chinois qu'il a récupérées, a dû encore fuir le pays. Ce qui veut dire que son mouvement politique, et aussi une grande partie de ses lieutenants qui ont été tués, ça n'a pas aidé, mais son mouvement politique est par terre, à nouveau, alors que ça fait déjà depuis les années au moins 1890 qu'il pousse pour la révolution. Ça fait 25 ans et quelques qu'il crie dans le vide qu'il faut que la Chine se réforme, non pas par l'État Qing, mais par une imitation des États occidentaux. Et alors c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Sun Yat-sen est considéré comme le père de la révolution chinoise, mais c'était un Chinois d'Amérique. Il était anglophone à peu près autant que sinophone, il a été éduqué à Hawaï, dans une communauté chinoise certes, mais quand même anglophone dans un pays tenu par les États-Unis,
il a été presque pleinement un étranger en Chine. Et c'est important à noter que on a cette idée que Sun Yat-sen était, comment dire, un grand nationaliste chinois. Le gros de ses inspirations venait des Anglais et des Américains. Il faut pas l'oublier, ça. C'est un point qui sera important pour la suite parce que le mouvement nationaliste qui donc a réussi à créer la République de Chine en 1911 et qui a été expulsé entre 1915 et 1916, et qui avait déjà eu plusieurs de ses membres assassinés par Yuan Shikai avant d'ailleurs, ce mouvement-là, il va perdre le contrôle de la Chine sans avoir eu le temps d'imposer fermement les idées étrangères, profondément anglo-américaines, qu'il voulait imposer à la tête de l'État chinois. C'est-à-dire que il y a à peine 3 ans, et encore, ils n'ont jamais vraiment le temps de prendre le pouvoir, vu qu'ils passent leur temps à se faire assassiner par l'État, par Yuan Shikai, et ensuite, vous avez l'expulsion, et encore une fois, toute la structure du parti est détruite. Quand Sun Yat-sen revient en Chine, après l'abdication du Yuan Shikai, il revient dans une Chine qui est, comme le veut la tradition, si j'ose dire, qui a été divisée définitivement. C'est-à-dire que là, il ne faut pas voir la Chine comme étant un pays avec des régions qui attendent des ordres de Pékin. Il faut voir la Chine comme étant un empire sans empereur, avec tout un tas de royaumes dissidents, qu'on va appeler des régions, certes, mais qui sont de fait des royaumes indépendants, avec leur propre structure politique interne, leurs propres armées et leurs propres moyens de survie. À l'époque, la Chine est encore fermement agraire, il n'y a pas d'immense dépendance d'une région à l'autre, et même s'il y en a pour, si j'ose dire, les très grandes villes, dans la grande majorité, vous pouvez avoir quelque chose comme une dizaine, voire une quinzaine de blocs politiques et militaires différents, sans que l'un d'entre eux ne soit complètement en besoin d'aide du gouvernement central. Donc vous avez de fait 15 petits royaumes chinois, tenus par 15 seigneurs de guerre, et toute la structure politique de Sun Yat-sen, tout ce qu'il avait construit pendant des années, ben, ça a sauté. Ça a sauté avec les assassinats et ça a sauté avec les poursuites par Yuan Shikai. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, donc, vous vous retrouvez dans une Chine qui, vers à peu près la fin de la Première Guerre mondiale, est une nation qui n'a plus de chef légitime de la part de son gouvernement traditionnel, c'est-à-dire que ce soit les Qing ou Yuan Shikai, le gouvernement impérial est définitivement grillé politiquement, plus personne ne veut d'eux. Dieu sait si évacuer Yuan Shikai en à peine 100 jours, ça l'a prouvé. Et dans le même temps, il n'y a pas eu le temps nécessaire de créer une véritable nouvelle source politique ou idéologique. C'est juste différents degrés de, en fait, de seigneurs de guerre. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que des types sans forcément grande idéologie, sans forcément grande idée politique ou ambition ou quoi que ce soit, en fait, ont tout simplement pris le pouvoir et ces types-là vont tenir leur coin en attendant qu'un maître vienne et les convainque. Le problème, qui n'est pas chinois mais qui est étranger, c'est qu'au même moment où vous avez cette situation en fait d'extrême division et de faiblesse interne de la Chine, vous avez la Première Guerre mondiale qui va produire tout ce qu'elle va produire, c'est-à-dire l'affaiblissement général des Européens, ce qui est une très bonne chose pour la Chine qui a été tant torturée par eux, mais c'est aussi, et c'est central, la création d'une certaine nation, l'URSS. Dans les années 1910, disons avant 1917, vous avez disons une faiblesse généralisée du système communiste qui, malgré tous les efforts des marxistes à travers le monde, reste quand même assez petite. C'est-à-dire que il y a plein de groupes, il y a plein de syndicats, il y a plein de bars, de clubs, de ce que vous voulez, de gens qui sont pour le marxisme, quasiment tous des ouvriers, bien entendu, mais il n'y a pas de force, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de production d'armes à grande échelle, il n'y a pas toutes les armes profondes qui viennent avec un État, ne serait-ce que par exemple un service des postes complètement contrôlé, très important pour la communication, il n'y a pas pour les communistes. Ils se débrouillent entre eux, ça se débrouille pas mal, mais ça ne vaut pas un véritable État avec la capacité de construire des armes, d'établir des lois, de récupérer l'impôt, d'avoir un système de poste, de télécom, bref. L'URSS arrive et change tout. Et il faut comprendre que dans le monde post-Première Guerre mondiale, on a eu une vision qui était au fond pas si différente
dans le principe que la vision qu'on aura dans le monde post-Seconde Guerre mondiale avec la guerre froide entre communistes et capitalistes, dans le monde post-Première Guerre mondiale, vous avez les États, comment dire, traditionnels et vous avez les États révolutionnaires. Et la Chine, évidemment, est vue par l'URSS comme un État révolutionnaire. C'est vu comme un État qui a repoussé l'ordre du vieux monde et donc qui est ami. Et quand je dis la Chine, je ne dis pas le Parti communiste chinois. Donc on a cette espèce de fenêtre en fait dans les années 20 où les soviets, l'URSS, vont se mettre dans un soutien à la fois aux communistes chinois, bien sûr, on en parle dans une minute, mais aussi aux nationalistes, parce que les deux sont vus comme des gouvernements modernistes, libérateurs de leur peuple contre l'impérialisme. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié, mais en très grand point, le Parti nationaliste chinois a vécu parce que l'URSS l'a soutenu dans les années 20. C'est-à-dire qu'encore une fois, la Chine avait été politiquement divisée, vous aviez tout un tas de seigneurs de guerre qui chacun tenait leur petit royaume à l'intérieur de la Chine et qui n'allaient le lâcher pour rien au monde, et à l'époque, même si le communisme chinois existe déjà, il existe depuis un moment en fait, c'est encore, si j'ose dire, une structure pré-URSS, c'est-à-dire avant l'URSS, vous aviez l'internationale communiste, qui était encore une fois toute une collection de gens qui étaient pour le communisme, qui croyaient au marxisme, mais qui disposaient surtout des armes de papa, si j'ose dire, un petit peu de préparation à droite et à gauche au cas où il y ait conflit, un petit peu de collecte d'argent pour le parti, et ça s'arrêtait là, quoi. Pas d'armée, pas de poste, pas de communication, pas d'organisation, pas d'industrie, rien en fait. C'était des gens, c'était des civils. Des civils qui voulaient être armés, des civils qui voulaient être puissants, mais des civils. Et donc, on a cette espèce de moment dans les années 20 où l'URSS étant le premier pays communiste, il devient le grand frère de tous les communistes. Et c'est un point très important à comprendre, c'est que on a cette idée qu'il y avait dans les années 20 le Parti communiste chinois. C'est pas tout à fait la bonne façon de le regarder. Il y avait la section chinoise du Parti communiste international. Et ce Parti communiste international étant celui avec les armes, avec les postes, avec les experts militaires, qui avaient en plus fait la Première Guerre mondiale, puis la guerre civile russe, donc ils avaient quand même beaucoup d'expérience, et qui a aussi la capacité à construire à peu près tout ce qui est avancé. Donc au choix, radio, armement, organisation, groupement militaire, tout ce que vous voulez, bref, c'est le vecteur de puissance du communisme global, et tout le monde est un peu obligé de leur obéir. Donc quand dans les années 20, l'URSS regarde les nationalistes chinois comme étant les défenseurs d'une Chine moderne contre les horribles impérialistes et le vieux gouvernement de Qing, conservateur, réactionnaire, et qu'ils regardent la section locale de l'internationale communiste, on pourrait se dire qu'ils vont se mettre du côté des communistes et contre les nationalistes. En réalité, ils vont se mettre du côté des communistes, tout en se disant que c'est quand même un peu les Pékins locaux. Alors que le nationalisme, c'est très populaire. Le nationalisme, ça a déjà quasiment pris le pouvoir avant Yuan Shikai. Le nationalisme, ça a déjà fait beaucoup. Et quand les nationalistes vont commencer à faire comprendre qu'ils ne peuvent pas piffer les communistes locaux, l'URSS va continuer à les soutenir. C'est un point qui est important parce que ça, encore une fois, dépeint cette espèce de complexité de l'époque où l'URSS voulait évidemment avoir une certaine, comment dire, influence aussi. Ça n'était pas simplement je vais vous aider par générosité, c'était je vais vous aider et je veux que vous rentriez dans ma sphère d'influence. La sphère d'influence de l'URSS est d'autant plus nécessaire en Chine que c'est un très grand pays et qu'il est à leurs frontières. Donc ils ont double raison de vouloir les avoir dans la poche. Se mettre en colère contre les nationalistes qui n'acceptent pas le parti communiste local, c'est pas aussi intéressant pour eux que de garder les bonnes grâces du parti nationaliste. Donc dans les années 20, vous avez un soutien, si j'ose dire, aux deux, et si le soutien au communisme est préférentiel, il n'empêche que les nationalistes ne sont pas vus comme des ennemis.
l'URSS travaille littéralement avec les deux, et même quand les nationalistes commencent à abattre des communistes parce qu'ils ne pouvaient pas les piffer, il y a maintien des relations. Donc, c'est là qu'arrive en fait l'événement peut-être le plus important entre guillemets de l'époque, la mort de Sun Yat-sen. Alors il meurt de cancer, sa mort n'est pas crapuleuse, il est simplement mort, mais elle est très importante parce qu'il meurt dans le début des années 20, et il meurt alors qu'il y a comme devoir, c'est le prochain objectif crédible, d'utiliser tout l'armement qui a été amené en grande partie par les communistes, même si pas que, auprès du Parti nationaliste, et de conquérir tous les seigneurs de guerre. La mort de Sun Yat-sen, juste avant que la campagne ne se lance, prive la Chine d'un chef politique compétent avec beaucoup d'expérience, qui a quand même passé encore une fois à ce moment-là, ça fait presque 35 ans qu'il pousse à ce que la Chine se modernise. Donc, on a cet homme qui a l'expérience, qui a les idées, qui a passé des décennies à lire des livres de loi, de justice, de textes divers sur comment les systèmes politiques occidentaux se sont faits, et il meurt avant même que la Chine ne puisse être réunifiée sous sa férule. Et le problème évidemment, c'est que il a quand même eu le temps de recréer encore une fois son parti politique, sauf que le parti politique après sa mort passe à Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek n'était pas un grand penseur politique, ça n'était pas un grand quoi que ce soit en fait, c'était un militaire à peu près compétent, c'était pas un idiot, mais il n'était pas du tout, quelqu'un de très capable, si j'ose dire, du point de vue justement de la révolution. Or, quand vous êtes dans une Chine qui n'a plus de gouvernement légitime et qui a même été complètement divisée, c'est la révolution ou rien. Chiang ne pouvait pas simplement dire nous allons revenir à un espèce de simili-mélange entre l'ancien régime, oui, comme le voulait Tsui ou Yuan Shikai, et quelque chose de moderne. Non, non, il faut que ça soit neuf. Et bon, idéologiquement, il peut juste suivre ce qu'a dit de faire Sun Yat-sen, mais c'est quand même pas la même chose de simplement suivre le type qui est mort que d'avoir ses propres idées et surtout de savoir pousser ses idées. Le grave problème de la conquête de la Chine par Chiang Kai-shek, c'est que même si militairement il va effectivement recevoir assez d'aide, assez d'argent, assez de soutien des communistes pour réunifier le pays, il ne va jamais réussir à donner un destin commun aux Chinois. Il s'installe au pouvoir en 1927, c'est là qu'il a terminé la reconquête, ça a quand même pris presque 10 ans, plus de 10 ans même depuis le départ de Yuan Shikai du pouvoir. Ça fait 10 ans que les seigneurs de guerre sont au contrôle, et beaucoup de gens viendront vous dire que la décennie entre 1927, donc la prise de pouvoir ferme de Chiang, et 1937, c'est-à-dire l'attaque japonaise contre la Chine et le début de la Seconde Guerre mondiale sur le sol chinois, on vous dira que c'était une période de très grande corruption, entre autres parce que Chiang avait non pas seulement pris le territoire, mais il l'avait pris en essayant d'éviter un maximum de combats. Et pour éviter un maximum de combats, il a fait des accords avec la plupart des seigneurs de guerre. Alors, ces accords ne les autorisaient pas forcément à être crapuleux, mettons, mais ces accords étaient tout de même suffisants pour qu'ils puissent, ben, tout simplement obéir un petit peu quand ils avaient envie. Donc, ils gardaient leurs propres armées, ils gardaient le gros de la structure sur laquelle ils reposaient pour tenir leur région, et quand Chiang a demandé à ce qu'on baisse le nombre de soldats dans l'armée nationale chinoise, dont il faisait partie, il y a eu révolte tout de suite. Ce genre de choses, c'est moins typique, entre guillemets, d'un type qui repose sur des mauvais lieutenants, que c'est assez typique d'un mauvais chef. C'est-à-dire qu'un bon chef, c'est fondamentalement quelqu'un qui est capable de vous emmener vers quelque chose. Que la chose soit bonne ou mauvaise. Je sais que ça peut paraître idiot, mais en politique, il vaut souvent mieux avoir un chef qui va savoir emmener les gens vers un but, quitte à les manipuler, plutôt que d'avoir un chef qui va être forcément très compétent, très malin, savoir exactement ce qu'il faut faire, mais qui ne sait pas du tout convaincre les gens. C'est la base de la politique, c'est de savoir pousser les gens à vous suivre.
C'est difficile de savoir si c'est juste la mort de Sun Yat-sen qui a définitivement tué toute capacité du mouvement nationaliste à emporter les gens, ou si c'est Chiang lui-même qui était juste nul en politique. Très franchement, je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que de 27 à 37, donc toute la décennie où Chiang Kai-shek sera au pouvoir et aura l'écrasante majorité de la Chine sous lui, il y aura deux problèmes qui continueront de le tenir. Un, c'est toute la corruption qu'il n'arrivera jamais à régler, et deux, ça sera les communistes. Et là, on peut parler d'eux. Si au début des années 20, l'URSS se contentait d'essayer d'avoir du soutien pour ceux qui allaient gagner en Chine, pour essayer d'avoir des alliés. À la fin des années 20, vous commencez à avoir entre les nationalistes au pouvoir et les communistes une lutte beaucoup plus ferme, parce que les nationalistes veulent définitivement se débarrasser des communistes, et sans surprise, les communistes ne veulent pas. À l'époque, on est encore dans ce schéma où l'URSS est de fait la chef des partis communistes internationaux et où les experts militaires, les planificateurs, les organisateurs du Parti communiste chinois sont presque tous flanqués de conseillers soviétiques. Il faut vraiment garder cette image en tête que quand vous avez la reconquête de la Chine entre 25 et 27, je crois, par Chiang Kai-shek, vous l'avez avec un soutien de l'URSS qui est quasiment total pour tout le mouvement, et l'idée en URSS que le parti communiste local n'est pas encore mature, n'est pas encore assez puissant pour pouvoir être soutenu. Dès que Chiang obtient le pouvoir en 27, il commence à attaquer le Parti communiste pour s'en débarrasser pour de bon, et il rejette absolument toute l'aide de l'URSS et dégage les aides soviétiques, donc les auxiliaires, les instructeurs qui avaient été envoyés. Évidemment, l'URSS a commencé à rediriger son soutien directement vers les communistes. C'est là qu'entre en scène l'homme dont on va parler pendant un bon moment maintenant. Si dans les années 10, il y avait quasiment rien en Chine de communiste, et dans les années 20, on commençait tout juste. À la fin des années 20, vous allez avoir un petit nombre de communistes d'importance qui vont commencer à prendre du poids dans la vie politique chinoise, mais il y en a un en particulier qui va ressortir, c'est Mao Zedong. J'aimerais vous dire, Mao Zedong va particulièrement ressortir par son intelligence. Non. Ou bien par son charisme. Non. Ou bien par son style qui parle particulièrement aux Chinois. Même pas. Mao Zedong va ressortir très fortement comme étant un opposant interne à l'URSS dans le Parti communiste. La raison pour laquelle il est un opposant interne est la raison principale pour laquelle il finira par triompher de tout. Mao était un homme qu'on ne peut objectivement que qualifier d'extrémiste. C'était quelqu'un qui était d'une extrême volonté. Ce n'était pas un extrémiste communiste, ce n'était pas un extrémiste idéologique, même s'il le deviendra à terme. Mais c'était un extrémiste de la volonté, c'était quelqu'un avec une volonté absolument écrasante, et ça va lui servir dès le début, parce que dans les années 20, fin des années 20, quand Chiang se retourne contre les communistes et essaye de s'en débarrasser, et essaye d'expulser complètement l'URSS de Chine. Quand il fait cela, vous avez une politique, à l'époque encore, dans le Parti communiste chinois, qui est de suivre les instructions des grands frères russes, des grands frères de l'URSS. Mao va tout de suite s'opposer aux décisions de l'URSS et va tout de suite commencer à être critique de tout ce qu'ils font faire, et beaucoup plus vocalement et beaucoup plus directement que les autres, ce qui fera qu'il sera fortement ostracisé d'ailleurs. Il faut savoir qu'à l'époque, les communistes autour de Mao sont pas tous, car tous les communistes ne sont pas ensemble, vous avez des communistes dans tel coin, des communistes dans tel coin, des communistes dans tel coin, mais il y a deux, trois poches, parce qu'encore une fois, la Chine est immense, ces poches sont très distantes les unes des autres, et il n'y a pas de véritable moyen de communiquer. L'une de ces poches, l'un de ces soviets, c'est le soviet, je crois bien, de Jiangxi. C'est celui de Mao. À l'époque encore, le soviet de Jiangxi obéit
aux instructions du Parti communiste sur comment vaincre les nationalistes qui maintenant sont en train de les encercler et de les attaquer avec l'intention ferme de les exterminer. Le problème, c'est que ces instructions, même qu'elles aient du sens militairement, ces instructions ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que ce sont des instructions qui sont tirées de la guerre civile russe, qui avait été faite 7 ou 8 ans avant, et ce sont des instructions qui surtout avaient du sens par rapport à la base populaire sur laquelle reposait le Parti communiste en Russie, qui en fait était très urbaine. Il n'y avait pas tant de révolution rouge dans les champs qu'il y en avait eu dans les villes. C'était Moscou, Saint-Pétersbourg qui avait lancé la révolution russe en 1917. Et donc les communistes s'attendent à avoir les villes comme forteresses, alors que pour Mao, au contraire, les nationalistes sont ceux qui ont le soutien des villes. Ce sont les champs qui sont acquis aux communistes. Parce que les communistes, par rapport aux nationalistes, promettent une réforme agraire, une réforme de la terre, qui parle beaucoup aux paysans. Quand vous allez dire à des paysans chinois qui ont vécu comme des serfs durant toute leur existence depuis des millénaires, on va réformer la terre et on va te rendre propriétaire de ta propre terre, ça leur parle beaucoup. Et ils ont beaucoup de bras, les paysans chinois. Ils ont énormément de bras et des vies qui, objectivement, ne sont pas particulièrement brillantes et qu'ils seraient prêts à sacrifier pour une cause. Donc Mao va avoir d'un côté l'autorité, la place de grand frère laissée à l'URSS, qui va amener le soviet du Jiangxi à faire du combat urbain et essayer de chercher du soutien urbain contre les nationalistes qui les encerclent de plus en plus fort en ville. Et en un mot commençant, ça a amené non seulement à la chute du soviet de Jiangxi, qui a été effectivement encerclé et détruit, ça a amené aussi d'ailleurs, et ça compte, à la mort de la femme de Mao, qui a été exécutée par les nationalistes, et ça a amené à ce que Mao, qui a toujours été le roquet, le type agressif, le type qui ne voulait pas obéir aux soviets, qui s'opposait à eux, ça l'a amené à être vu comme celui qui avait une solution qui, elle, marcherait. Et sa solution, c'était, on va fuir ce soviet qui est foutu, on va traverser la moitié de la Chine, et on va rejoindre les camarades dans l'autre soviet qui, lui, tient encore debout, et qui était à quasiment 5000 km. Les communistes ont marché presque 5000 km sous la direction de Mao pour réussir à atteindre l'autre soviet et réussir à survivre à l'encerclement nationaliste. Cet épisode s'appelle La Longue Marche et il est extrêmement légendaire dans l'histoire de la Chine parce que c'était au fond une marque non seulement de la volonté des communistes de survivre même face à l'assaut nationaliste, mais c'était surtout une marque de la volonté de faire de Mao. Il faut vraiment bien comprendre que vous aviez les instructeurs soviétiques qui étaient vus comme les maîtres à penser, vous aviez les différents chefs à l'intérieur du soviet de Jiangxi, et vous aviez Mao qui était le type jamais content, qui était le type contre tout le monde, qui était celui qui ne voulait pas écouter les instructeurs soviétiques et qui disait ce qu'il faut c'est faire de la guérilla avec les paysans, rendre la vie des nationalistes impossible et pas essayer de faire du soutien depuis des zones urbaines comme vous faites, ça ne marchera pas. Et dans des pays encore très, au fond, qui sortaient de sociétés autoritaires, que ce soit l'URSS, qui était quand même la Russie tsariste pas 20 ans avant, ou que ce soit la Chine, qui était évidemment l'empire des Qing pas 20 ans avant. Dans des sociétés comme ça, aller dire au chef reconnu tu as tort, c'était rare. Et si j'ose dire, encore plus dans des sociétés asiatiques, c'était particulièrement rare que d'aller dire au supérieur hiérarchique tu as tort. Ça ne se faisait pas beaucoup. Et Mao était le type qui n'hésitait pas à dire vous avez tort, j'ai raison. Et in fine, la chute du soviet de Jiangxi donnera à 100% raison à Mao. La longue marche et sa capacité à mener des hommes sur des marches de milliers de kilomètres comme ça confirmera qu'il est un chef naturel capable pour le Parti communiste chinois. Quand il sort de la longue marche et qu'ils arrivent à l'autre soviet, Mao est vu comme le chef
légitime et naturelle, et la première chose qu'il fait, c'est dégager les conseillers soviétiques. Dorénavant, nous serons nos propres patrons, nous déciderons de nous-mêmes ce que nous voulons faire, et nous allons sortir les soviets de notre organisation. Cet événement-là, ça aurait pu être une tempête dans un verre d'eau entre les années 20 et les années 30. Ça aurait pu s'arrêter là, c'est-à-dire Mao Zedong, un petit chef politique d'importance secondaire dans un parti communiste pas si réussi que ça à l'époque, aurait pu dire on ne veut plus entendre des instructions de l'URSS quand elles sont aussi mauvaises, et dorénavant je serai le chef. Ce qui en soi n'est pas si significatif que cela pour l'époque, parce que vous avez eu la naissance d'un parti communiste local inspiré de l'URSS vers la fin des années 10, mettons. Il y a eu un soutien de l'URSS aux nationalistes jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir, particulièrement entre 23 et 27. Puis tout de suite, les nationalistes les ont trahis, et le parti communiste local n'a ni pu s'imposer face aux nationalistes, ni pu se faire accepter d'eux. Donc on a cette espèce de trou, si j'ose dire, politique, où Mao, au fond, s'il dit aux communistes soviétiques « cassez-vous, je vais rester le chef », ils peuvent très bien plier bagage et dire « eh ben écoute, on va voir comment tu te débrouilles, tu es seul, dans ton soviet, entouré par des forces nationalistes qui sont 5 fois plus nombreuses que les tiennes, vous avez déjà perdu votre soviet précédent, vous croyez que vous allez pouvoir tout faire tout seul, vous allez juste vous faire écraser. » Et c'est pas vraiment la réaction de l'URSS, mais en gros, il y a un retrait relatif de l'URSS du Parti communiste chinois, et il y a une véritable prise de pouvoir de Mao. Et en soi, encore une fois, ça aurait pu être un petit chef politique local, complètement minoritaire, n'arrive pas à s'imposer au-delà de son simple soviet, sauf qu'on est en 35 quand se termine la Longue Marche, et 2 ans plus tard, c'est 37. En 37, les Japonais attaquent, et à ce moment-là, du côté nationaliste, encore une fois, tout ce qu'a fait Chiang Kai-shek pendant 10 ans, c'était dire qu'il y avait de la corruption en Chine, mais être complètement incapable de monter un mouvement politique qui allait arrêter les petits seigneurs de guerre locaux dans leur corruption généralisée, et poursuivre les communistes. Et d'ailleurs, ce qui a quand même été vu comme très infamant à l'époque pour son règne, Chiang considérait que la menace japonaise était au fond secondaire, car pour lui, les communistes étaient une menace beaucoup plus directe pour l'intérieur de la Chine. Il était persuadé que la Chine ne perdrait jamais face au Japon, et que donc il ne fallait pas s'en inquiéter tant que cela, mais que si les communistes prenaient le pouvoir, ça ce serait le véritable danger pour la Chine. Il n'avait pas forcément tort d'ailleurs. Mais le contre-coup, c'est que les premières agressions japonaises remontent en réalité aux conquêtes de la Corée en 1895, mais le Japon à l'époque est enfermé dans son archipel qui est relativement restreint et veut des terres. Or, maintenant qu'ils ont pris la Corée, les choix sont l'URSS, très puissant, moderne et industrialisé à l'époque, dans les années 30, donc très dangereux, ou bien les îles au sud qui sont quand même assez éloignées du Japon et qui surtout sont presque toutes sous le contrôle d'Européens. L'Indonésie sous contrôle des Néerlandais, les Philippines sous contrôle des Américains, l'Indochine sous contrôle des Français. C'est dur pour les Japonais d'attaquer ces puissances parce qu'ils savent qu'ils ne font pas le poids. Et la Chine est en humiliation permanente et en affaiblissement permanente et a des terres absolument immenses. Et pour les Japonais, c'est le meilleur choix. Ce n'est pas seulement que les Japonais sont agressifs, c'est qu'ils considèrent qu'il faut une expansion pour que le Japon réussisse à survivre dans ce monde où les colonisateurs ont toujours de plus en plus de pouvoir, et ils se disent, c'est la Chine, ou on n'y arrivera pas. Donc, ils provoquent conflit après conflit envers la Chine, ils prennent de plus en plus de territoire, surtout dans le nord, et la réaction de Chiang Kai-shek, c'est de dire, c'est pas grave, je ne me ferai pas emporter dans un conflit contre le Japon car nous ne sommes pas prêts. Ce qui, en soi, est censé, c'est pas un mauvais choix stratégique. Mais le problème, c'est que ça crée une situation où Chiang refuse d'être agressif face au Japon, très bien, mais considère que
faire une vendetta permanente et faire une de fait guerre civile où il doit poursuivre tous les soviets des communistes les uns après les autres alors que la menace japonaise monte, ça le fait passer pour un type obsédé par sa vendetta personnelle ou, à minima, incapable de les défendre contre les Japonais. Ce qui crée une situation en fait presque paradoxale où, en 1937, quand les Japonais attaquent, Chiang a l'air de fuir le combat depuis des années et de s'obséder de combattre les communistes. Les communistes n'ont pas de responsabilité politique forte parce qu'on leur a nié toute place dans le système politique chinois des nationalistes qui sont un parti unique autoritaire. Il n'y a rien du tout, absolument rien chez les Chinois qui indique que ce serait le travail des communistes que de défendre la Chine, tout qui indique que c'est le travail des nationalistes au pouvoir. Et quand les Japonais attaquent pour de vrai, oui, l'armée nationaliste est quand même obligée de répondre aux attaques des Japonais, et ils le font, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils se font rapidement rouler dessus, ce qui, pour un chef comme Chiang, évidemment, est destructeur, car lui-même n'est pas un chef politique traditionnel, c'est un type qui est arrivé comme muscle, comme assistant de Sun Yat-sen à l'époque, et son talent principal, ben, c'est d'être du muscle. Donc quand vous avez le type qui politiquement est assez stérile et qui a passé une décennie à faire une vendetta contre les communistes, être incapable de défendre la Chine et se faire rouler dessus par l'armée japonaise, ça la met mal, très mal. Et juste derrière ça, vous avez l'autre aspect qui est que Mao, qui avait déjà compris le problème de la stratégie soviétique en son temps, qui avait déjà décidé de faire les choses à sa sauce, que ça se ferait sur les paysans chinois, que la révolution devait passer par les champs, que la guérilla était la bonne stratégie et qu'il ne fallait pas faire du combat frontal comme l'avaient fait les soviétiques, eh ben, il va appliquer exactement ces principes militaires au Parti communiste, non pas contre les nationalistes, mais contre les Japonais. Et ça va produire un résultat en fait qui est tout à fait parlant parce que beaucoup de gens vont vous dire, avant la Seconde Guerre mondiale, avant l'invasion japonaise, les nationalistes étaient totalement dominants en Chine, et à la sortie, ce sont les communistes qui ont la majorité. C'est vrai, c'est très vrai. Mais quand vous regardez en réalité, même si les nationalistes ont indiscutablement pris les coups des Japonais pendant toutes les années de la guerre et ont eu énormément de pertes, peu d'hommes manquent dans aucun des deux camps à la sortie. C'est-à-dire que si vous avez, mettons, chiffre au hasard, 4 millions d'hommes dans l'armée nationaliste en 1937, eh ben, en 1945, vous en aurez 5 millions. Parce que même s'ils ont eu des millions de pertes dans la guerre, ils les auront remplacés parce que tout le monde a pu être pris et que les nationalistes avaient quand même le contrôle de 90% de la Chine à l'époque, ou plus. Alors que les communistes, qui n'avaient que 10% du contrôle, eux, ils vont être passés de, on va dire, peut-être 1 million d'hommes à 5 millions. Parce que, un, ils ont su très bien recruter justement dans les champs, donc ce que Mao voulait faire a complètement fonctionné. Deux, leur tactique de guérilla leur ont valu moins de pertes que ce que le combat frontal des nationalistes a fait. Et bien sûr, bon, attaquer dans le dos, c'est sûr que ça coûte moins cher que attaquer de front, mais même au-delà de l'aspect, euh, comment dire, de la stratégie de combat, il faut bien voir que la guérilla a aussi eu des effets terribles sur le fonctionnement des Japonais. Les Japonais n'étaient déjà pas assez nombreux pour envahir la Chine, ils avaient déjà beaucoup trop d'hommes assignés à faire de la logistique à travers les très grands territoires chinois. La destruction des lignes de chemin de fer et la destruction du gros de l'infrastructure dans le champ arrière japonais, ça a complètement détruit leur effort de guerre. Donc même du point de vue strictement militaire, on peut honnêtement dire que Mao a obtenu des meilleurs résultats que les nationalistes, tout en ayant beaucoup moins de pertes et en étant juste très largement meilleur. C'est tout. Il a fait plus de dégâts, il a eu moins de pertes et tout a mieux fonctionné. Et il faut revenir à ce que je disais sur sa volonté. Mao était quelqu'un qui, dans un parti communiste, qui n'avait pas de véritable, comment dire,
chef très autoritaire, c'était quelqu'un qui voulait toujours s'imposer. C'était quelqu'un qui était très agressif, qui avait énormément de volonté. Ça lui a fait sauver les survivants du soviet de Jiangxi, et maintenant, ça lui a permis, pendant les années de la guerre, de monter non seulement une très forte armée, 5 millions d'hommes, c'est quand même pas rien, et surtout, ça lui a permis de la monter avec, en fait, peu de pertes et des résultats quand même excellents. Tout ça, ça a terriblement, terriblement fait monter le prestige du Parti communiste, et la réputation de Mao n'a fait que monter en flèche pendant toute la guerre. Alors que Chiang est sorti de la guerre en ayant toujours le même gouvernement empoisonné, si j'ose dire, de corruption, la même faiblesse générale, et à peu près personne en fait qui pensait qu'il allait apporter grand-chose. Ce qui est passionnant dans cette espèce de retournement de situation qu'on voit en 1945, c'est qu'au fond, c'est vraiment une question de volonté. C'est la volonté extrême de Mao qui a permis non seulement de sauver son mouvement, mais surtout qui va permettre, avec le retour de la guerre civile en Chine dès 1946, c'est ce qui va permettre d'attirer la majorité des troupes et de lui donner quasiment chaque victoire. Il y a un soutien de l'URSS qui est certain en 1945-1946, c'est énorme, c'est pour ça d'ailleurs que les communistes investissent le nord et repartent du nord, c'est parce que les soviets pouvaient leur apporter du soutien là, et ils l'ont fait. Là, c'est terminé le soutien aux nationalistes, c'est complètement terminé. Mais autant le soutien aux nationalistes est complètement fini, autant ce qui est immense, c'est que les communistes auraient pu rentrer dans 20 ans de guerre civile. Ça aurait pu être ce que ça avait été juste après Chiang, c'est-à-dire une lutte d'un pouvoir relativement faible qui préférait négocier et tisser des alliances à droite et à gauche avec les seigneurs de guerre plutôt que d'essayer de tous les combattre. C'est exactement ce qu'avait fait Chiang en 27. Et ça a donné un résultat totalement corrompu. Ça a donné un pays où il fallait négocier pour chaque geste. Mao ressort de la Seconde Guerre mondiale avec une armée de millions d'hommes, encore plus que les nationalistes, et il ne négociera avec personne à l'intérieur du parti, parce qu'il a passé les années de guerre à se débarrasser de tous ses opposants politiques et à devenir le chef incontesté, et il est complètement incontesté en 1945, et il ne négociera avec personne d'externe parce qu'il a une armée capable de faire face à tout le monde, et ça changera absolument tout pour la Chine. La Chine aurait pu vivre avec des gouvernements relativement faibles, avec du factionnalisme, avec des débats interminables sur comment il fallait négocier avec un tel et un tel, comment gérer la corruption d'un tel et un tel. Il n'y aura rien de cela. Exactement comme il n'y a rien eu de cela en Russie parce que Staline a été un monstre. J'en avais longuement parlé dans ma vidéo sur le communisme, la dernière. Staline était un monstre, mais parce que c'était un monstre, ça a permis de stabiliser comment fonctionnait l'URSS. Et cette stabilité a assuré son succès. L'exacte même chose se produira en Chine parce que Mao a été aussi totalitaire. C'était quelqu'un qui était profondément obsédé par le pouvoir, et parce qu'il a été obsédé par le pouvoir, quand il a eu en 1949 la victoire, quand il a eu la domination de la Chine, il y a eu cette espèce de moment vers 1950 où le siècle de l'humiliation s'est presque terminé en un discours. De 1840 et la première guerre de l'opium jusqu'à 1950 et la prise de pouvoir de Mao, la Chine a été humiliée, 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 et elle a été désunie. La première guerre de l'opium a lancé la révolte des Taiping. La seconde guerre de l'opium a presque été acceptée tant les Taiping étaient encore le problème principal du pouvoir chinois. Pendant les 40 ans suivants, ça sera petites et grandes humiliations économiques et politiques aux mains des étrangers, jusqu'à ce que les Japonais chippent la Corée et détruisent tout espoir de
remise en place d'une forte marine chinoise, et plus tard que l'ensemble des nations viennent écraser la Chine dans la révolte des Boxers. De ce moment, en 1840, où la Chine commence à être humiliée, jusqu'à la révolte des Boxers, ça n'a été que destruction totale. L'espoir suprême de la révolution chinoise, que ce soit celle de 1911, que ce soit le parti nationaliste, que ce soit le parti communiste, c'était de créer un nouveau système politique, un nouveau socle fort sur lequel les Chinois pourraient se reposer pour réunifier la nation et faire en sorte qu'elle cesse d'être humiliée. C'était, et d'ailleurs c'est toujours, aujourd'hui en 2026, c'était de très loin l'élément dominant de toute la politique chinoise, de toute l'idéologie nationale chinoise, quel que soit le parti, nationaliste, communiste, Qing. Vous pourriez reprendre même des types qui auraient vendu tout et n'importe quoi comme religion, comme secte, comme parti de poche. Tous jusqu'au dernier auraient dit, ce qu'il nous faut, c'est l'unité. Ce qu'il nous faut, c'est la force. Ce qu'il nous faut, c'est en terminer avec ces guerres. Avec ces guerres civiles, avec ces humiliations, avec ces étrangers qui viennent insulter la Chine autant qu'ils le veulent, qui viennent la fouler aux pieds. L'arrivée au pouvoir de Mao en 1950 n'est pas seulement l'arrivée d'un chef communiste. C'est l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui a su dire aux étrangers soviétiques, votre tactique est mauvaise. Je ne veux pas me battre en combat urbain, je veux faire de la guérilla avec les paysans, c'est ça qui nous sauvera. C'est la victoire de quelqu'un qui, pendant toutes les années entre 35 et la fin de la Longue Marche et 45 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est débarrassé d'absolument tous ses ennemis à l'intérieur du parti, absolument brutalement. C'est quelqu'un qui non seulement a perdu sa femme avec le soviet de Jiangxi, mais qui perdra son fils au combat dans la guerre de Corée entre 50 et 53, peu de temps après. Et pourtant, peu importe les pertes, peu importe les morts, peu importe tout, Mao a continué de tout donner pour qu'il y ait un chef, un seul, qui n'écoute aucun étranger, qui ne se laisse influencer par aucune personne à l'intérieur du parti, qui ne se laisse influencer par aucune personne à l'extérieur du parti, et qui a continué le combat jusqu'à prendre le contrôle de toute la Chine. Pour faire une citation bizarrement nazie, c'est le triomphe de la volonté. Et on peut, bien sûr, se dire qu'au fond, avoir quelqu'un qui a une volonté aussi écrasante, mais qui, malheureusement, ne sera pas très compétent comme chef d'État, sera une catastrophe pour la Chine. Et ça l'est, d'ailleurs on va le voir dans une minute, ça le sera. Mais dans le même temps, j'aimerais que on comprenne un peu combien, plus que toute autre chose, il fallait un chef absolu. Il fallait quelqu'un avec une volonté tellement écrasante qu'il aurait dit à tout le monde, tous les étrangers, tous les locaux, tous les compagnons, tous les chefs, tout ce que vous voulez, vous avez tous tort et j'ai raison, je vais triompher, je vais vaincre. Quand en 1950, Mao arrive au pouvoir et qu'il réunifie toute la Chine sauf Taïwan, il y a l'installation pour la première fois à la tête de la Chine d'un chef qui, contrairement au Qing qui essayait de s'accrocher à mort à un système qui n'avait plus lieu d'être, contrairement aux nationalistes, que ce soit Sun Yat-sen ou Chiang Kai-shek. Sun Yat-sen avait l'idée d'une véritable république chinoise, il s'est fait voler sa république par Yuan Shikai, et ensuite il a dû dépendre de Chiang qui se serait probablement débarrassé de lui aussi, vu qu'il était plus qu'un peu égoïste, on va dire. Et ensuite, vous avez eu Chiang lui-même qui, objectivement, a voulu la solution, on va dire, peut-être pas facile, mais la solution pratique, et s'est retrouvé à devoir vivre avec une corruption endémique si forte qu'il sera au pouvoir 10 ans en Chine. 10 ans, objectivement, vous avez le temps, largement le temps, de commencer à régler certaines choses. Et la réalité, c'est que il y a très peu de choses qui ont été complètement révolutionnaires, complètement changées en Chine du temps de Chiang, ce qui est fou pour un révolutionnaire.
Dans la révolution, plus vous faites la révolution, plus ça marche. C'est pour ça qu'on finit toujours avec des Robespierre, des bolcheviks. C'est pour ça qu'on finit toujours avec les plus grands extrémistes. C'est pour ça que la Chine finira avec les communistes. L'arrivée au pouvoir de Mao se révélera totalement catastrophique et monstrueuse pour la Chine. C'est vrai. Mais il fallait que ça passe par ça. Il fallait un gouvernement profondément extrémiste, avec un chef obsédé par le pouvoir, et il fallait que la Chine passe par ça à un moment ou un autre. Soit ils allaient à un moment ou un autre trouver le chef qui allait les débarrasser de toutes les influences étrangères, de tous les conflits internes, de toute la corruption de tout, et qu'il y ait un nouvel empereur à la tête de la Chine, qui ne serait pas un empereur avec le vieux système, mais qui aurait autant d'autorité que lui, soit la Chine serait retombée dans des conflits internes, dans de la mollesse, dans de la faiblesse, dans des divisions politiques, la corruption et l'incapacité à avancer. Et connaissant l'esprit chinois, celui dont on parlait dans la première vidéo, connaissant le côté les royaumes combattants qui vont se battre pour la suprématie et recréer un empereur, d'une façon ou d'une autre, soit la Chine allait trouver un empereur, soit elle allait trouver un empereur. Mao a été celui qui a su s'imposer envers et contre tout. Et j'aimerais arrêter la vidéo là, mais malheureusement c'est Mao, et donc il faut qu'on aille très vite sur sa carrière pour comprendre un peu le deuxième miracle qui s'est produit derrière lui. Car si je suis intimement persuadé que Mao était la bonne personne pour diriger la Chine en 1950, c'était aussi un nul. Mao fera des réformes, en bonne partie d'ailleurs à nouveau sur l'exemple soviétique, car il y avait une espèce de relation chaud-froid où ils étaient amis de temps en temps et de temps en temps pas. Mais Mao fera l'effort nécessaire, mettons, pour moderniser la Chine dans le premier plan quinquennal au début, milieu, en fait, des années 50. Le problème, c'est qu'après un ou deux plans quinquennaux réussis, encore une fois parce qu'il veut tout faire tout seul et qu'il refuse d'avoir qui que ce soit qui l'influence, Mao décidera de faire son plan quinquennal sauce Mao. Il sera malheureusement très connu parce qu'il sera incroyablement ambitieux et comme souvent dans les grands plans très ambitieux, ça rate monstrueusement. On le connaît sous le nom de Grand Bond en avant. Le Grand Bond en avant a fait 45 millions de morts de la faim. C'est le plus grand massacre par la faim de l'histoire de l'humanité. Je rappelle que même l'Holodomor de Staline, c'était seulement 6 millions. Hein. C'est quand même assez incroyable qu'ils aient réussi à faire une horreur pareille. Et la raison de l'échec du Grand Bond en avant est exactement ce que je vous ai dit. Hein. C'est trop ambitieux, trop grand, trop ceci, trop cela. Mais la raison pour laquelle c'est devenu particulièrement douloureux pour les Chinois, c'est que à travers tout le grand bond en avant, peu importe combien on rapportait, on voulait rapporter en tout cas que ça ne marchait pas, Mao fera tout pour que on continue de faire le plan. Et la première chose qu'il fera, c'est qu'il foutra une trouille folle à quiconque oserait s'opposer à son plan. Après 45 millions de morts, même là, le reste des hiérarques du Parti communiste lui dira non, il faut que tu te retires maintenant. Il était tellement puissant politiquement à cette époque, ça faisait déjà bien 15 ans qu'il était complètement à la tête de la Chine, il était tellement puissant politiquement qu'il ne pouvait pas se débarrasser de lui, mais ils l'ont mis au placard, pour un moment. Moment qui aurait dû être définitif. Ça aurait dû être merci, grand Mao, tu nous as sauvés de l'humiliation, tu nous as sauvés des nationalistes corrompus, tu nous as sauvés de l'influence étrangère, tu as rendu la Chine fière et unie, mais là tu viens de faire 45 millions de morts, donc va prendre ta retraite et fais-toi oublier. Le problème c'est que Mao, étant le personnage qu'il est, étant le personnage plein de volonté, plein de force, plein en fait de désir de puissance, fera absolument tout pour revenir au pouvoir. Et il trouvera une seule façon de le faire. Il décrétera que il y a des éléments réactionnaires, anti-révolutionnaires,
qui veulent arrêter la belle révolution qui vient de sauver la Chine, et que seul lui peut en sauver les Chinois, et que la bonne façon pour les en sauver, c'est d'arrêter immédiatement et d'humilier et d'écraser l'ensemble des réactionnaires qui, bizarrement, sont absolument tous des concurrents de Mao au sein du Parti communiste chinois. Ça s'appelle la révolution culturelle. Il lance ça vers milieu des années 60. C'est probablement son pire crime. Si le grand bond en avant c'était une catastrophe, là c'est juste criminel. Il y avait cette phrase de je ne sais plus quel chef chinois qui disait si Mao était mort en 56, donc après avoir unifié la Chine, il aurait été une légende. S'il était mort en 66, donc après le grand bond en avant, il aurait été un politicien avec de grands défauts, mais sa réputation serait restée forte. Malheureusement, il est mort en 76, après la révolution culturelle. Toute la révolution culturelle enfermera la Chine, dans une absence totale de réforme, puisque quiconque est un réformiste sera dépeint par Mao comme étant un réactionnaire, donc ça fera quand même quasiment 10 ans de stagnation totale, et en même temps qu'il y a l'interdiction à la Chine d'évoluer, il y a l'obsession d'un Mao qui à ce stade est très vieillissant, il est quand même mort à 82 ans, donc il a lancé la révolution culturelle vers 72-74. Jusqu'au bout, il fera tout pour garder tout le pouvoir dans ses mains. C'est pour cela qu'à peu près tout le monde considère Mao comme étant le monstre qui a torturé la Chine, et qu'on considère que c'est ce qui est arrivé après qui a sauvé le pays. Moi, j'y vois vraiment très fortement, dans Mao et dans son successeur, ce que j'appelle le syndrome de Taejong et Gojong. Gojong était considéré comme l'un des plus grands rois de Corée, c'est celui qui a fait instaurer l'alphabet coréen actuel, c'était un roi philosophe, c'était un penseur, c'était un lettré, c'était un homme bien, c'était de ces rois dont tout le monde aime lui trouver toutes les qualités, tandis que son père Taejong était une brute sanguinaire qui a passé toute sa vie à écraser l'ensemble des vassaux et à créer un règne de terreur en Corée. Sauf que, parce que Taejong a passé sa vie à écraser toute la noblesse coréenne, quand Sejong, oui pas Gojong, Sejong, a voulu imposer l'alphabet Hangul, qui était quelque part révolutionnaire et complètement anti-noblesse, tous les Coréens utilisaient un alphabet chinois extrêmement compliqué, et ils passaient des années à l'apprendre. Si tout d'un coup on avait un alphabet extrêmement simple qui pouvait être appris par n'importe qui, ça enlevait beaucoup de valeur au concept d'être lettré, ça enlevait beaucoup de place sociale aux nobles. Tout d'un coup, tout un chacun pouvait se mettre à écrire. Des messages pouvaient être placardés partout. C'était très cassant pour la noblesse coréenne. Sauf que la noblesse coréenne, elle venait de passer 30 ans dans le règne de terreur du père de Sejong. Et donc, quand Sejong est venu imposer son alphabet, tout le monde a dit oui. Ils voulaient tous dire non, aucun n'a osé. C'est exactement ça qui, pour moi, s'est passé entre Mao et Deng Xiaoping. Mao a été le monstre qui a mis tout le pouvoir possible dans ses mains et qui, même sur la fin, quand il était devenu un vieux fou acariâtre obsédé par le pouvoir et totalement stérile pour son pays, totalement catastrophique, il n'empêche que il a gardé le pouvoir jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire, faut comprendre qu'après la mort de Mao, il y avait sa femme qui a continué à harceler absolument tout le monde, et ses quelques lieutenants, on appelait le gang des quatre, qui ont tout fait pour maintenir le pouvoir maoïste. Pour vous dire à quel point il comptait le maintenir, il y avait une politique officielle de la part du successeur direct de Mao, Hua Guofeng, qui était « Nous allons maintenir les politiques de Mao, suivre la philosophie de Mao et continuer la révolution selon Mao », ou quelque chose du genre. Bon. Donc en gros, Mao est mort, donc nous allons l'imiter pour toujours. Et ce, alors que ça faisait 10 ans, au moins,
que la Chine avait terriblement besoin de réformes, mais que la révolution culturelle l'avait complètement bloqué, qu'il y avait eu des erreurs d'investissement qui remontaient à 10-15 ans, mais qu'on ne pouvait jamais les critiquer parce qu'elles venaient de Mao, et aussi et surtout, la politique d'autarcie la plus forte possible, qui avait été poursuivie par Mao, bien au-delà de simplement repousser les instructeurs soviétiques. C'était la politique nationale. C'était le moins d'influence soviétique, le moins de contrôle des soviétiques. Tout doit être fait pour que le pouvoir me revienne à moi. Ben, le résultat évident de ça a été qu'on s'est retrouvé avec un Mao qui, à sa mort, avait tous les pouvoirs, et des gens qui autour de lui disaient il faut toujours continuer. Mao pour l'éternité. Mais le génie de cette situation parfaitement idiote, c'est que Mao ne voulant que des serviteurs obéissants et ne voulant plus aucune tête autour de lui, tous les types qui sont restés là après sa mort étaient complètement incompétents à ne serait-ce que définir ce que Mao aurait fait, puisqu'il ne faisait que le suivre. Et qu'en plus de ça, une bonne partie de ses décisions étaient juste idiotes, et que dire ce que Mao aurait fait, c'était plus ou moins regardez voir ce que Mao avait fait il y a 20-30 ans, et si c'était complètement inapplicable ou bête, ce qui était assez souvent le cas, ben, il pouvait juste rien faire. Donc l'État chinois est littéralement resté coincé sur le cadavre de Mao pendant presque 2 ans, entre 76 et 78, mais pendant que le cadavre pourrissait, il y avait Deng Xiaoping, qui était l'un des vieux pontes depuis longtemps de l'ère Mao, qui en avait beaucoup souffert d'ailleurs, surtout pendant la révolution culturelle, qui avait été purgé, qui avait eu son fils tabassé, qui était devenu handicapé à vie. Je crois bien que Zhou Enlai, qui était tristement un des plus grands hommes de l'histoire de la Chine de l'époque, mais qui est resté attaché à Mao jusqu'à la fin, tous ces hommes-là étaient partis. Zhou Enlai est mort juste avant Mao, Liu Shaoqi est mort plus ou moins exécuté par Mao. La plupart des grands chefs qui menaçaient la suprématie de Mao à l'intérieur du parti sont disparus pendant la révolution culturelle. Entre 66, 68 et 76, il n'y avait plus personne. Deng était l'un des rares survivants, mais le génie de Deng, ça a été que puisque les clampins, les Mao pour toujours à la tête du pouvoir, étaient complètement incapables de définir ce que Mao aurait fait, il a pu commencer, à les décrédibiliser en disant vous dites, on va faire exactement ce que Mao aurait fait. Qu'est-ce que Mao aurait fait là? Vous savez pas. Qu'est-ce que Mao aurait fait là? Vous savez pas. Eh ben moi je sais. Et le génie de Deng, c'était de comprendre que, il faut bien se replacer dans le contexte, Mao prend le pouvoir en 50, on est quasiment aux années 80. Ça fait 30 ans, et même en 50, la guerre civile se termine, mais en 48, il est déjà en train de gagner, donc ça fait 30 ans, que Mao Zedong est vu comme le chef politique, le chef unique de la Chine, qu'il n'y en a pas d'autre. Et donc, on a cette idée chez les jeunes Chinois que si on lâche l'image du suprême chef Mao, si on lâche l'idole Mao, si on met de côté celui qui a été le grand timonier, le grand chef de la révolution, celui qui a réunifié la Chine, on va retomber dans la corruption, on va retomber dans la division, on va retomber dans l'humiliation, et ça, c'est le tabou politique absolu. Donc qu'est-ce que Deng a fait? Il est venu dire, moi je sais ce que Mao aurait fait, et voilà ce que Mao aurait fait. Et évidemment, il va détricoter toutes les mauvaises politiques de Mao, mais en utilisant le nom de Mao pour tout. Entre 76 et 78, il fait dégager le gang des quatre, il fait dégager du pouvoir Hua Guofeng qui n'y servait à rien, il s'installe, et pendant les années suivantes, qui ont été, mine de rien, vraiment dures, entre, mettons, 78, 82, 84, il va réussir à ouvrir la Chine aux investissements étrangers, il va réussir à faire lâcher la politique de quasi-autarcie de Mao et faire de la Chine un pays inséré dans l'économie globale, ce qui la rendra évidemment monstrueusement riche.
il va réussir à réformer la plupart des excès de Mao, tout en gardant son nom, et surtout, et c'est le coup de génie absolu, quand vous avez une société comme celle de Mao, qui est très oppressive, où les gens, la révolution culturelle, c'était vivre dans la peur, c'était des jeunes à qui on disait, lui il est anticommuniste, il est réactionnaire, tue-le, et ensuite il tabassait le professeur, il tabassait le réformiste, il tabassait le type à mort, et il y a eu beaucoup de gens tabassés à mort. C'est une société extrêmement oppressante, et c'était une société où la peur régnait partout. Quand vous avez une société très oppressante comme ça, la chose à craindre, ça n'est pas l'oppression, c'est la dépression. Parce que avec l'oppression vient le contrôle social et presque toujours l'absence de réforme. Si tout d'un coup vous dites je veux réformer, tous les gens qui étaient oppresseurs ont peur d'être désormais du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire d'être ceux qui vont être en fait dépeints comme ceux qui oppressaient hier puisqu'ils combattaient ce qui est maintenant la réforme. Et les oppressés, ils veulent que la réforme passe, parce qu'ils ont été oppressés parce qu'ils la voulaient, mais dans le même temps, ils sont très en colère, parce qu'ils ont été oppressés et qu'ils veulent vengeance. Et quand vous commencez à voir que les choses changent et que la dynamique commence à aller de votre côté, la tendance générale, ça n'est pas du tout à se dire oui, enfin, les choses vont aller mieux. La tendance générale, c'est à se dire on a pu avoir ça, donc est-ce qu'on peut avoir la chose suivante? Est-ce qu'on peut avoir ça aussi? On a pu avoir la réforme économique, on a pu avoir la réforme agraire, on a pu avoir la réforme du parti, on a pu avoir ceci, cela. Est-ce qu'on peut avoir la démocratie? Est-ce qu'on peut avoir la liberté de parole? Est-ce qu'on peut avoir plus de ceci, plus de cela? Est-ce qu'on peut être plus propriétaire? Et plus vous avez d'oppression, plus la pression est forte, plus quand les réformes arrivent, c'est difficile de maintenir l'ordre social. Ce que Deng a réussi à faire, c'était utiliser le nom de Mao entre, on va dire, 76 et 78 pour faire passer le début de ses réformes, s'installer au pouvoir, utiliser l'idéal révolutionnaire et un petit peu moins le nom de Mao entre 78 et 80 pour pousser des nouvelles réformes, et en même temps que la société se démaoïsait doucement, qu'on arrêtait de parler de Mao du matin au soir, il a réussi à transitionner vers une société en pleine réforme économique et sociale sans avoir d'explosion, sans avoir de révolte, sans avoir de crise grave. Le fait qu'il ait pu avoir ça, ça venait aussi du fait que Mao, paradoxalement, avait créé une structure politique aussi toute puissante. C'est pas une façon de dire que Mao avait raison, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas Mao avait raison, Mao avait tort. Il y a un milliard de nuances de gris dans ce genre de politique. Mais ce que Mao a réussi à faire, ça n'est pas seulement unifier la Chine, c'est faire en sorte que tout le monde s'accroche à lui pour que l'ordre reste. Et ce que Deng a eu, c'est qu'il a pris ce fantôme de Mao après sa mort, et il a dit, voilà ce que Mao aurait voulu, et il n'a pas libéralisé le parti, il n'a pas fait la démocratie, il n'a pas ouvert aux quatre vents. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à ramener la Chine hors des horribles politiques de Mao vers des politiques beaucoup plus cohérentes. Il l'a fait sortir de la misère, il l'a fait monter dans le train des nations industrialisées dès la fin des années 70, et il l'a fait avec une autorité suffisante au nom de Mao, littéralement en utilisant le nom de Mao, il a fait avec une autorité suffisante pour ne jamais plus avoir à craindre une révolte, quelle qu'elle soit, à l'intérieur ou à l'extérieur du parti. Si vous n'aviez pas eu Mao, vous n'auriez pas eu Deng. Et Mao est un personnage qu'on ne peut que regarder avec un œil mitigé. Même s'il était mort en 56, c'était un extrémiste, c'était un homme obsédé par le pouvoir à tous les égards. Mais Deng, c'est presque la réussite universelle. Pour qu'il y ait cette réussite universelle, il fallait un Mao. Ce que Mao a fourni, c'est la structure absolutiste et extrémiste
d'un homme qui allait prendre tout le pouvoir possible et imaginable pour lui-même. Et parce qu'il y a eu cette structure, parce qu'il y a eu cet absolutisme, quand Deng a voulu réformer la Chine, il a pu prendre cette structure et implémenter toutes ces réformes. C'est ce que Chiang n'a pas pu faire, embourbé dans la corruption. C'est ce que les Qing n'ont pas pu faire, à essayer de garder le vieux système en place. Il fallait que la Chine aille dans une révolution, et la révolution la plus extrême qui soit. Et celui qui est sorti de cette révolution, c'était un monstre. Mais il fallait un monstre. Et d'ailleurs, on peut finir sur la Chine moderne, puisque nous avons fait le tour de Mao. Et il y a en fait une seule chose à dire. Mao a construit la structure, Deng a établi le plan. Le plan de comment rendre la Chine riche et puissante. De 1980-82, on peut dire qu'il avait probablement déjà les idées en 75 avant même la mort de Mao, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule politique en place en Chine. C'est celle de Deng. Il n'y a qu'une seule idéologie politique qui domine, c'est celle de Deng, et il n'y en aura pas d'autre jusqu'à ce que les Chinois soient obligés de lâcher celle-là. Donc qu'est-ce que c'est le denguisme, je suppose? C'est au fond très simple. Deng a ouvert aux entreprises étrangères, oui, et il a fait en sorte que la Chine s'enrichisse en faisant partie du réseau de commerce international, en devenant l'usine du monde qu'ils sont aujourd'hui. Que vous regardiez Deng Xiaoping ou plus tard Jiang Zemin ou Hu Jintao ou Xi Jinping ou n'importe lequel des ministres, vice-ministres, rien n'a changé dans cette politique. Et rien ne changera. Parce que cette politique est tout simplement exactement la même que sous les Qing, que c'est exactement la même qui est en place depuis 1840. Il y a un objectif, c'est recouvrir l'unité et l'harmonie de la Chine, celle qu'il cherche à avoir depuis moins 221. Mao a apporté l'unité. La politique de Deng apporte la richesse et avec elle l'harmonie. Tant que les Chinois peuvent s'enrichir, tant que les Chinois peuvent gagner plus d'argent, que la Chine a plus d'usines, qu'il y a plus de production, qu'elle est plus puissante intérieurement, qu'elle a plus d'amis dans le monde, qu'elle a plus de contacts, qu'elle a plus de n'importe quoi, ils le feront. Le jour où une politique demande aux Chinois de se sacrifier pour les autres, le jour où une politique demande aux Chinois de faire en sorte qu'ils soient dans une espèce d'accord commun d'organisation internationale qui puisse un jour desservir les intérêts de la Chine, ça sera non. C'est peut-être dirigé par un parti communiste, mais c'est l'un des pays les plus nationalistes de la Terre. Toute leur politique, c'est de se renforcer économiquement, de produire plus et de rester complètement indépendant. C'est pour ça que déjà à l'époque de Deng Xiaoping, quand il a accepté les entreprises étrangères, il l'a fait sur une condition, c'était que ces entreprises ne pourraient vivre en Chine qu'en tant que licencieuses d'entreprises chinoises. Vous avez Apple en France, c'est Apple qui s'installe en France. Vous avez Apple en Chine, c'est Apple qui contracte avec une entreprise locale chinoise pour que le Parti communiste puisse directement donner des ordres à l'entreprise locale chinoise. Plus jamais les Chinois ne laisseront, pas avant d'avoir définitivement effacé l'humiliation, plus jamais ils ne laisseront des étrangers avoir du pouvoir sur eux. C'est leur hantise absolue. Et d'ailleurs, quand en 1989 vous avez la chute de la quasi-totalité du bloc soviétique, vous avez la CIA américaine qui pousse très fort pour aider à ce que tout le monde tombe. C'est comme ça qu'ils auront la mort de Ceausescu en Roumanie, c'est comme ça qu'ils auront l'explosion du mur de Berlin en 89, c'est comme ça qu'ils auront énormément d'éléments qui vont tuer le bloc soviétique. Très bien. En Chine, ils ont fait le classique. Ils ont donné des armes à des rebelles en les encourageant à provoquer directement la police ou l'armée, en espérant créer une révolution, tout en ayant des manifestants pacifiques à côté qui criaient démocratie, démocratie. Ça a fini par une répression extrême de la part de Deng Xiaoping sur la place Tiananmen. Le fait
que cette tactique, pourtant utilisée 1 million de fois par l'Empire américain, n'ait pas fonctionné. C'est-à-dire que il y a eu armement de rebelles, il y a eu provocation de la police chinoise, il y a eu envoi de l'armée pour dégager les rebelles armés, et il y a eu bien sûr des morts, mais il n'y a pas eu de grands mouvements démocratiques dans le pays. Il n'y a pas eu de manifestations monstres qui ont fait tomber le pouvoir. Il n'y a pas eu de guerre civile. Le fait que rien de tout cela ne se soit produit à Tiananmen en 89, c'est la preuve indiscutable que Mao et Deng ont réussi. En Chine, on sacrifie tout à l'empereur. Le Parti communiste, en réussissant à ne pas voir une révolution se lancer place Tiananmen, a confirmé définitivement qu'il était maître de la Chine. Tout ce qui se passe après, que ce soit le jovial et sympathique Jiang Zemin dans les années 90, que ce soit le fonctionnaire Hu Jintao dans les années 2000, que ce soit Xi Jinping, l'actuel, entre guillemets, nouvel empereur qui est quand même assez calme dans ses politiques, ça n'est que la continuation de ce contrat absolu qui, au fond, est le même depuis moins 221. Tous les Chinois vont tout donner à l'empereur et sa structure. Ses fonctionnaires, ses nobles, son palais. Aujourd'hui, la structure, c'est le Parti communiste. Ça n'est pas exagéré de dire que le Parti communiste chinois est la dynastie actuelle de Chine. Et vu que ça dure généralement dans les 250 ans, 300 ans chez eux, ils pourront encore rester un bon moment. Surtout qu'ils sont dans une phase ascendante. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas du tout de corruption, dans l'ensemble au contraire, tout va toujours mieux. La Chine a retrouvé son unité, sa force, et ne fait que se renforcer économiquement sur son propre territoire sans se laisser contrôler par les étrangers. Toute la politique internationale, toute la politique nationale, toute la politique économique, toute la politique tout court, c'est-à-dire tout le pouvoir à Xi Jinping en ce moment, tout, absolument tout, est voué à maintenir cet accord. À la fois celui depuis les premiers empereurs, à la fois celui du siècle de l'humiliation qu'il fallait effacer définitivement, et à la fois celui qu'ont laissé Mao et Deng. La Chine n'a qu'un but, ne plus jamais être humiliée. Et pour ça, il faut rester unis, il faut rester fort, et tout en Chine aujourd'hui, les hommes politiques, le Parti communiste, les citoyens, les grands et les petits, et même les Chinois de l'étranger, ils sont très nombreux, tous n'ont que ce but-là en tête. Ne plus jamais voir la Chine humiliée.